Vous vous rappelez de Yung Lean? Normalement ça doit vous dire un truc, puisque même si vous n'êtes pas une encyclopédie du rap, Yung Lean c'est une putain de légende. En plus de ça, un de ses morceaux les plus connus a refait surface grâce à TikTok en 2022, comptabilisant des centaines de millions de streams, donc vous avez aucune excuse. En revanche, une grande partie du public ne lui donne pas tout le respect qu'il mérite, et ignore même son histoire. Ils se sont malheureusement arrêtés à quelques clips sans creuser les merveilles qui se cachent dans sa discographie. Même si la définition du mouvement est assez vague et ambiguë, c'est bien Yung Lean et son équipe qui sont les précurseurs du cloud rap. Et ça, pour le coup, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Ils sont à l'origine de cette musique éthérée et hypnotique, beaucoup plus originale que ce qui se faisait dans le rap à l'époque, et ces avant-gardistes ont pu y fixer une esthétique sonore et visuelle précise qui inspirera des centaines d'artistes après eux. Un parcours extrêmement passionnant mais très méconnu, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je remédie à ça. Voyons donc ensemble comment Yung Lean a influencé toute une génération de rappeurs, inspiré ses auditeurs, et changé l'industrie pour toujours. Red bottom sky, intrigued by the moment, look like she know why. Ice dropping, red bottom sky, ice on my feet, I keep slipping. Yung Lean, de son vrai nom Jonathan Aaron Lindauer Astad, et croyez-moi c'est la dernière fois que je l'appellerai comme ça, c'est un petit gars né à Minsk, en Biélorussie, à la fin des années 90. Jonathan, à la base, il est d'origine suédoise, mais sa mère étant une activiste des droits de l'homme renommée, elle était en mission en Biélorussie depuis quelque temps. Son père était quant à lui un écrivain et un intellectuel notable, qui a évidemment accompagné sa femme dans cette aventure un peu particulière. Donc en réalité, Yung Lean il est plutôt bien entouré, le contexte est un peu spécial, mais il part plutôt avec d'excellentes chances dans la vie. Malgré tout, ses parents étant très occupés, il se rendait régulièrement chez son oncle, qui était resté en Suède, et qui pouvait s'occuper du petit. Pour consoler et occuper Jonathan quand ses parents lui manquaient, ils construisaient toutes sortes d'inventions ensemble. Bon, c'était pas fou non plus, hein, mais transformer des canettes de coca en arbalète, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt stylé quand t'es petit. Et cette activité un peu loufoque, ça a surtout permis à Jonathan de retenir un truc très important. Tout est possible. Tout est possible. Regarde Jonathan, je viens de créer un générateur électrique avec du carton, 3 fils de cuivre et du scotch double face. Tout est possible. Du moins, si tu t'investis un minimum dans ce que tu fais. Je sais pas si ça vient précisément de là, mais toute la confiance que Jonathan emmagasinera en lui et qu'il laissera exploser plus tard en tant que Yung Lean, ça vient certainement de la graine que son oncle a fait germer dans son esprit à cette époque-là. Une belle leçon de vie, sans doute la plus importante qu'il ait jamais reçue d'ailleurs, mais ses parents souhaitaient quand même qu'il passe pas son temps à construire des trucs farfelus et qu'il ait une éducation à la hauteur de celle qu'ils ont reçue. Ils ont donc finalement retrouvé la Suède, déménagé à Stockholm et repris le cours d'une vie de famille parfaitement banale. Alors, je connais pas beaucoup la Suède ni sa culture, je suis rempli de clichés, donc à ce stade de l'histoire, je me demande surtout comment un petit Suédois d'à peine 16 ans en est venu à révolutionner l'industrie du rap. Au départ, y a pas grand chose qui le destinait à ça. C'est vrai que c'est rare, mais c'est juste un gamin qui aimait faire de la musique sur son temps libre, pour imiter les rappeurs qu'il aimait, entre 50 Cent, Illmatic ou Gucci Mane. À l'âge de 11 ans, il a enregistré un petit EP, seul, avec les moyens du bord, tout en suédois. Je sais pas si vous écoutez souvent des chansons en suédois, mais c'est pas une langue qui est très élégante à l'oreille. Et finalement, Jonathan s'est rendu compte que l'anglais allait lui correspondre davantage. Au-delà de cette passion naissante, tout n'était pas rose. Il s'engueule avec ses parents comme tous les ados de son âge, et il préfère évidemment traîner le soir, fumer et faire des conneries avec ses potes plutôt que de bosser ses cours. Et malgré cet âge bête à peu près normal dans la vie d'un jeune, dans l'ombre, il y a un vrai mal-être qui naît dans le cœur de Jonathan. En plus de ça, il détestait l'école de plus en plus, et il passait son temps à écouter de la musique ou à traîner sur internet. Et comme beaucoup d'entre nous, ça a forgé sa culture et ses références, avec un esprit et un regard peut-être un peu plus ouvert que les générations précédentes, mais surtout donnant vie à une esthétique qui définira toute son œuvre future. Même s'il s'est jamais arrêté de produire des trucs à droite à gauche, c'est en arrivant au collège que la musique deviendra quelque chose de vraiment sérieux pour lui. Il grattait quelques textes entre 2-3 cours, des cours qui commençaient sérieusement à le gonfler d'ailleurs, et c'est pour cette raison qu'il va prendre la décision de quitter l'école dès ses 16 ans. Il va vivre de petits boulots, et quand il flippait pas des burgers chez McDo, il passait tout son temps à écrire et à enregistrer des morceaux. On en était encore au balbutiement de sa musique, son style était pas encore établi, il singeait un peu tout ce qui lui plaisait, et puis il s'amusait quoi. Un soir par contre, il va faire une rencontre qui va changer drastiquement son destin, en croisant la route de deux mecs, Sherman et Good, totalement par hasard dans un parc de Stockholm pendant qu'ils écoutaient du son. Il leur a dit qu'ils faisaient du rap, eux étaient beatmakers, donc vous vous doutez certainement de la suite. Venez on fait un truc, non? Le courant passe bien entre Sherman, Good et celui qu'on appelle maintenant le Young Lindauer, un surnom qu'il va beaucoup aimer et qu'il va vite transformer en Yung Lean pour coller à son penchant pour les opiacés.
Le trio, accompagné par d'autres têtes proches de Jonathan comme le célèbre Blade, qui est finalement l'un de ses plus vieux amis, ils vont investir dans un peu de matos et s'installer dans le sous-sol de ses parents pour produire leur premier morceau ensemble. Avec un autre gars qui s'appelle Emilio Fagon, une sorte de creative manager qui se révélera être l'une des pierres angulaires du groupe, ils créeront un collectif qu'ils ont sobrement nommé les Sad Boys, collant à leur vision nihiliste du monde. À force d'essayer des trucs, de repousser leurs limites et de dévoiler leurs talents respectifs, une profonde connexion va s'opérer entre ces jeunes artistes. Une entente qui va rapidement donner vie à un clip légendaire et qui, à la surprise générale, va bouleverser leur vie. Ginseng Strip 2002. You know I stay, bitches come and go, bruh. But you know I stay, get my balls licked by a Zoe Deschanel, looking like a cocaine addict. Razor blade to your head, conflict. I'ma contradict this shit. Peeing on old people's houses is an inflict. 2003 shit, this ain't no splitting bill shit. I'ma peel banana skits while listening to R. Kelly's greatest hits. C'est ce clip, que vous avez tous déjà vu ou entendu quelque part, qui a fait de Young Lean une célébrité mondiale en quelques semaines seulement. Il sera bientôt considéré comme une étoile montante de la scène rap underground, mais quand le clip est sorti, c'était encore loin d'être le cas. Après, il faut comprendre les gens. Le clip est dégueulasse, le flow et les lyrics sont à la limite du minable, mais c'est aussi la première fois que les gens se confrontaient à sa dégaine de gosse de riche arrogant. Je suis un peu violent, mais à l'époque, un mec comme ça, c'était presque un sacrilège de le voir rapper. Le public, dans sa majorité, il le voyait juste comme un petit con prêt à tout pour exister sur internet. Pourtant, vous et moi, on sait que c'est faux. Lin est peut-être prétentieux, le personnage est vulgaire au possible, mais au moins c'est un passionné de rap. Dans son délire, mais un passionné quand même. En plus de ça, il avait l'audace de proposer quelque chose qui ressemblait à absolument rien de ce qui existait à l'époque, et en plus il l'a fait par l'intermédiaire d'internet, qui était un médium pas du tout maîtrisé par l'industrie. Du coup, faute d'autres exemples de sa musique, on savait pas s'il fallait prendre Young Lean comme une curiosité que l'algorithme YouTube a fait percer, une blague de mauvais goût ou juste une parodie mal foutue. So you're the boy from Sweden that a lot of people are buzzing about. Do you want to talk about where you're from and what effect that has on your music? I'm from Stockholm in Sweden, and I don't think it has any effect on my music at all. No. No, I don't think so. I'm not sure. Okay. I don't know, makes it more sad, I guess. Yeah. It's a sad country. Finalement, ça avait l'air d'être sérieux, mais on peut comprendre la confusion du public. Les Sad Boys eux-mêmes ne comprenaient pas d'où sortait ce succès, et en étaient encore au tâtonnement de leur style et de leur musique. 40 millions de vues. Le clip de Ginseng Strip 2002 a compté plus de 40 millions de vues en quelques semaines. Même aujourd'hui, c'est encore difficilement atteignable par des têtes d'affiche. Alors pour un gosse sorti de nulle part en 2013, c'était phénoménal. Mais du coup, après tout le mal qu'on a dit du clip et du personnage, ce succès il est dû à quoi? Même si le refrain est horrible et que la voix monotone du rappeur est quelque chose de difficile à effacer, et qu'on retient finalement, sur Ginseng Strip, ce qu'on peut pas louper, c'est la prod. Signé Younggood, qu'on a présenté plus tôt, c'était la première pierre qu'allait poser cet excellent beatmaker parmi tous les monuments qu'il allait construire pour Young Lean. Il a simplement réutilisé une loupe créée par l'artiste Dede Mouse en y ajoutant un rythme qui allait permettre à Young Lean de rapper dessus. C'était tout con, mais fallait y penser. Et croyez-moi, à l'époque, il y a très peu de gens qui avaient entendu quelque chose de similaire. Maintenant qu'on a levé le voile de mystère qui tourne autour de cette voix samplée et qu'on a explicité l'éclair de génie de Younggood, parlons un peu plus en profondeur de ce qu'a provoqué ce morceau pour les Sad Boys. Pour l'anecdote d'abord, le fait que Lin sonne complètement faux sur ce morceau, c'est normal. Il a révélé que Ginseng Strip à la base c'était juste un test micro, mais qu'ils l'ont gardé tel quel parce que c'était unique, original, avec un flow insipide qu'ils ont voulu garder, et qui caractérisera une grande partie de l'œuvre de l'artiste par la suite. C'était une bonne idée. La voix apathique de Lin tranchait avec le discours fantasme de ses couplets, et surtout ça donnait une vibe encore plus déprimante au sample qui l'accompagnait sur le morceau. Donc je sais pas si Young Lean était content que ça ait explosé, ou s'il était complètement dévasté que ça soit une de ses performances les plus frauduleuses qui ait fait de lui une star. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait très peur d'être un one-hit wonder et de disparaître aussi vite qu'il est apparu. Au-delà de l'aspect inédit du morceau, c'est quelque chose qui a attiré énormément de haine sur Young Lean. La nouveauté fait peur, ça s'observe encore aujourd'hui,
Mais les Sad Boys allaient continuer sur cette voie qui les démarquait franchement du reste de la scène. Et progressivement, il y a pas mal de gens qui allaient s'identifier à son personnage nihiliste, triste, vulgaire, et surtout à la rébellion qui l'inspirait. Le groupe a donc décidé d'arrêter de produire des petits singles ci et là pour déconner, et s'est lancé du jour au lendemain dans la création d'un EP qui allait pouvoir transformer l'essai. Le mythique Unknown Death 2002. Offert gratuitement par le biais de SoundCloud, qui est encore une plateforme de niche à l'époque, c'est probablement la curiosité la plus maladroite et étrange qu'on ait pu voir sur la scène rap underground, mais aussi l'une des plus touchantes. Au fil de 12 titres, on se heurte à l'utilisation de l'autotune à outrance, à des phrases random au possible allant du pur ego trip à une expression du mal qui tourmentait Yung Lean, tout ça baigné dans une absence de mastering qui rend l'écoute marquante et qui transmet surtout la spontanéité folle des Sad Boys. Une spontanéité qui se ressent jusqu'au visuel acidulé et chaotique du groupe, rempli de références aux années 90, aux produits de consommation allant des jeux vidéo à la bouffe, à internet et aux animés, mais surtout à la drogue, qui prend une place de plus en plus grande dans la vie du collectif et qui justifie leur visuel psychédélique. J'aime beaucoup ce premier pas dans la réelle construction de leur carrière, mais malheureusement j'ai du recul sur la chose. C'est presque certain que si j'avais pris le temps de l'écouter objectivement à l'époque, j'aurais trouvé ça plutôt dégueulasse. C'était le cas de beaucoup de gens d'ailleurs, mais c'est normal. Encore une fois, ça avait rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque, mais c'était frais et ça allait poser les bases d'une couleur bien à eux, que les gens allaient assimiler et qui allait révolutionner l'industrie. L'idée derrière l'esthétique de Yung Lean et le succès de sa musique au début des années 2010, c'est qu'elle a aussi émergé à un moment où beaucoup de jeunes étaient en manque de repères, souvent entre deux générations, avec un vide musical et artistique niché entre l'émergence d'une véritable culture d'internet et le mal-être profond qui rongeait la jeunesse de l'époque. Mais la nouveauté vient surtout des productions de ses acolytes, et c'est souvent à eux qu'on doit les bonnes idées d'ailleurs. Un travail d'orfèvre qui traduit parfaitement leur univers décalé, entre samples ralentis, voix pitchées, sound effects, mais surtout des basses omniprésentes et des mélodies planantes en arrière-plan, qui seront désormais leur marque de fabrique. Ce style assumé les a d'ailleurs hissés au rang de précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui communément le cloud rap, et en repoussant les limites, ils vont même réussir à populariser le genre à plus grande échelle que des légendes comme A$AP Rocky, qui a apporté une grande pierre à l'édifice et qu'on peut pas s'empêcher d'entendre quand on voit les parties pris dans l'EP. Bref, Unknown Death 2002 c'était vraiment pas fait pour tout le monde. C'est un pur produit d'internet qui nécessite un minimum de second degré pour pouvoir s'apprécier pleinement, mais avec ce projet au moins n'importe qui pouvait enfin comprendre la proposition des Sad Boys. Yung Lean laisse fleurir tout le côté détestable de son personnage arrogant et rebelle, qui plaira beaucoup à certains mais qui lui attirera aussi pas mal d'incompréhension de la part du public. De toute façon, eux-mêmes savaient pas vraiment ce qu'ils produisaient. Ils s'amusaient dans le sous-sol de Jonathan, à faire de la musique qui leur plaisait à eux, et en vrai, à eux seuls jusqu'à leur récent succès. Ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment ils pensaient exploser sitôt. Mais depuis l'EP, tout le monde voulait voir Yung Lean se produire sur scène pour assister au phénomène. Ils commencent à enchaîner les petites scènes, les Sad Boys se sont retrouvés face à des salles pleines à craquer, et ils ont enfin pu se confronter à toute l'étendue de leur succès. On se rendait enfin compte qu'il y avait un vrai potentiel avec ces jeunes Suédois. Et en tout cas, il y avait des milliers de personnes prêtes à se déplacer pour les voir. Alors pour enfoncer le clou, le collectif a sorti un clip avec un peu plus de moyens, et la carrière de Yung Lean allait prendre des proportions inespérées. Au fil de leur représentation, les Sad Boys deviennent de véritables stars de l'underground, et ils ont fini par se faire repérer par quelqu'un qui allait les faire passer à un tout autre niveau. Il s'agissait de Baron Matchat, fils d'un des producteurs les plus influents de l'industrie musicale américaine, qui les a approchés lors d'un de leurs concerts à Stockholm. Grâce à son père, Baron était à la tête du label Hippos and Tanks, qui lui permettait de suivre et de signer à peu près tout ce qui se faisait d'avant-gardiste ou d'expérimental. Il aidait les nouveaux visages de ces mouvements précurseurs à construire leur carrière, et le collectif a vu en lui une occasion en or d'accéder rapidement à quelque chose de plus grand.
Baron Matchat a donc pas mis longtemps à les recruter et à devenir leur manager, leur permettant de s'exporter pour de bon aux États-Unis et permettre à Young Lean d'atteindre une audience beaucoup plus large. Les gens devenaient fous à propos de ce rappeur qui était inconnu il y a 6 mois, du moins ceux qui s'intéressaient vraiment à l'underground. Une fascination internationale s'était créée autour de Young Lean, et sans surprise, une fois qu'il a débarqué à New York avec son équipe, les salles se remplissaient plus vite que pour n'importe quel autre concert de la ville. Les médias se sont donc logiquement mis à parler d'eux, des dizaines d'articles sortent, et parfois même dans les rédactions les plus prestigieuses. Ce nouveau statut d'artiste professionnel a également permis à Lean et aux Sad Boys d'enregistrer leur premier album studio, Unknown Memory, qui met la barre encore plus haut que leurs précédents travaux, et qui explore toutes les nuances complexes de leur musique. Young Lean commence à devenir bon, dans son style toujours aussi léthargique et amorphe qui lui permet de planer sur les productions de Good et Sherman, mais aussi de mecs comme White Armor qui avait rejoint l'aventure. Il est de plus en plus apprécié et pris au sérieux, passant du sale gosse un peu bizarre à génie de la nouvelle vague. En un an, le voilà sur le toit du monde, et il va attirer l'attention d'un petit artiste de l'époque, vous devez sûrement pas le connaître, il est tombé un peu dans l'oubli, c'est Travis Scott. C'est Travis Scott les mecs. So trill, come and take a trip on my heel, get ghost, don't come up here with that shit, get roast, no the flame don't play by his toes, you know, and I'm bound to flow you down, come on, she grab my jeans, she grab the coat, she balance it on my balance beam while I'm juggling. Les choses semblaient donc vraiment bien se passer pour les Sad Boys. Young Lean était enfin reconnu à sa juste valeur, et son style se distille progressivement dans le paysage rap. Il est devenu une référence incontournable en 2 ans à peine, et surtout un modèle pour des milliers de gamins en manque de repères. Et ça, même si ça transparaît pas énormément dans les extraits que je vous ai passés, c'est parce qu'il évoquait des sujets lourds sans pour autant peser sur l'auditeur. En effet, il y avait beaucoup de second degré dans ses paroles crues, presque ignorantes dans le sens rapologique du terme. Mais si tu tends un peu l'oreille, il t'amène à te poser des vraies questions, et te pousse à l'introspection, voire à affronter la dépression dont lui-même était victime. Les jeunes l'écoutaient et se reconnaissaient beaucoup en lui parce qu'il était honnête dans sa musique, et l'image des Sad Boys n'étant pas une image marketée, c'était leur vie, c'était eux. Ça renforçait la confiance et la proximité qu'on pouvait avoir avec Young Lean. Heavenly kingdom with a lean girl, I see her. Thinking about what once was and how I should have done it better. Smoking drugs till I'm reckless. Now I'm wrecked and you miss me like I reckon. Snow White Coke, I'ma die as a legend. Il est devenu un symbole, se réinventait aussi vite que ses producteurs, et le collectif a pu apporter plus de nouveautés que ce qu'on avait pu observer dans le rap depuis des années. Évidemment, la créativité de Lean et des Sad Boys sous-entendait que la drogue était loin de les avoir quittés. C'était même l'inverse. Ça ajoutait au personnage, c'est sûr, faisant preuve d'autodestruction face à tout ce que le monde avait de plus sérieux et morne, mais ça pesait de plus en plus sur le groupe, au point que ça a envenimé les managers, et même Baron Matchat qui était méconnaissable à la fin de sa tournée avec le groupe. I think this is what my life is about. I think this is why I was born. Quand cette tournée aux US s'est achevée début 2015, tout le collectif, que ce soit Young Lean, ses beatmakers ou ses managers, ils se sont tous installés dans une grande coloc à Miami. C'était l'occasion de se reposer après une tournée pleine d'excès qui s'est pas arrêtée pendant plus d'1 an, au cœur d'une ville qui était au centre de l'attention à l'époque. Beaucoup d'artistes émergeaient de là-bas, et ils allaient pouvoir s'imprégner de l'énergie de la Floride pour la préparation de leur prochain gros projet, Warlord. Un bel objectif, c'est vrai, mais c'est à partir de là que le rêve est tombé dans une réalité beaucoup plus sombre. Emilio Fagon a révélé en interview que quelque chose n'allait pas dans la création de cet album. Il avait le sentiment qu'ils étaient tous à côté de la plaque. Lui et Sherman ont donc décidé de rentrer en Suède pour prendre un peu de recul, laissant le reste du collectif derrière eux. Pourtant, la raison de leur inconfort, elle est assez simple. La drogue étant une problématique bien ancrée dans le quotidien de Jonathan, il en parlait d'ailleurs dans beaucoup de ses morceaux, le show business l'a plongé lui et son groupe dans une consommation au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. La tournée a évidemment remué le couteau dans la plaie, le laissant toujours plus en proie à ses troubles dépressifs, et il a pallié à ça grâce à la weed, la coke, la lean et le Xanax. Non, ça sent pas bon ça. Ce genre d'addiction, qui est un peu la bête noire de tous les artistes surcréatifs quelle que soit l'époque, Young Lean n'y a pas échappé. Il augmentait les doses en permanence, passait des journées entières sans dormir, et si le mec était déjà assez perché, le succès et la consommation extrême de drogue commençaient à lui faire perdre pied avec la réalité. Son équipe raconte qu'il passait des nuits entières sur le balcon, aux yeux de tous,
à écrire un bouquin sur les cauchemars d'enfance, sur ses visions, évoquer des contrats avec le diable, bref, il faisait flipper tout le monde, et le fait qu'il portait tout le temps un couteau sur lui en disant voir des fantômes, ça rassurait personne. Ça a fini comme ça devait évidemment finir, Jonathan a pété un plomb, tombant dans une psychose extrême dans la nuit du 7 avril 2015. Il quitte son balcon, se dirige tout droit dans la salle de bain, et Blade, qui était seul dans l'appartement à ce moment-là, sentait que quelque chose de grave allait se passer. En suivant Jonathan, il l'a vu se peindre le visage et se regarder fixement dans le miroir pendant de longues minutes, sans qu'il ne prête attention à quoi que ce soit autour de lui. Et d'un coup, sans prévenir, il explose le miroir devant lui, s'ouvre le visage et commence à s'automutiler sans pouvoir s'arrêter. Dans un état de panique absolue, il a détruit tout ce qu'il pouvait détruire dans l'appartement, et Blade, qui était totalement dépassé par la situation, a fini par appeler les urgences. Jonathan, si c'était encore lui à ce moment-là, il était méconnaissable. La drogue avait réveillé des troubles mentaux enfouis en lui et l'avait rendu complètement fou. Les médecins lui ont diagnostiqué une dépression sévère, une prédisposition aux psychoses, une forte bipolarité, et ont même décelé les tendances suicidaires qui rongeaient Jonathan depuis quelques mois, et que personne n'avait remarqué. Pour ne rien arranger, son arrivée à l'hôpital l'avait rendu parano. Il était encore en plein délire suite aux événements, et il pensait qu'on allait voler ou détruire tout ce qu'il avait commencé à produire pour son prochain album. Inconsolable, il a demandé à Baron Matchat de lui ramener au plus vite son ordi et son disque dur, en pleine nuit. Mais ironie du sort, Baron était sous l'emprise de Xanax à ce moment-là. Il a quand même pris sa voiture, et s'est planté à 80 km/h dans un panneau de signalisation pendant qu'il se rendait à l'hôpital. À peine âgé de 28 ans, il n'a pas survécu à l'accident. Ce court passage à Miami, ça a tout changé. Plus personne n'était pareil après ça. Yung Lean en est ressorti traumatisé et ça a calmé tout le monde vis-à-vis de la drogue. C'était l'heure pour Jonathan de quitter Miami, mais aussi l'heure pour Yung Lean de disparaître et d'abandonner sa vie aux États-Unis. Après un breakdown pareil, il n'avait pas trouvé d'autre solution que d'aller se mettre au vert chez ses parents. Il y est resté quelques temps, profitant du calme de la campagne avant de retourner à Stockholm. Ça lui a permis de faire le point sur sa vie, mais surtout de se rapprocher de son père avec qui il était en conflit permanent auparavant. Ils ont longuement philosophé ensemble et ont pu renouer des liens forts, ce qui a beaucoup aidé dans la guérison de Jonathan, et influencé son regard sur le monde après tout ce qu'il a traversé. Shawty, you know what it do. Wristless when I come through. I'm finna take up to the moon. I'm like a balloon. All white in a painted truck. Shawty, you know what it do. Une fois de retour à Stockholm, il a retrouvé ses potes Good et Sherman, qui s'étaient éloignés de lui et de la musique après le fiasco qu'ils ont vécu à Miami. D'ailleurs, ils vont tous s'écarter de la scène, et vivre une vie paisible loin du Star System pour essayer de se remettre doucement du traumatisme qu'ils ont vécu. Yung Lean disait très humblement qu'on pouvait pas toujours être sur le toit du monde, et souffrant encore de psychose régulière, il voulait plus du tout entendre parler de musique. Jonathan n'était plus que l'ombre de lui-même, personne ne savait vraiment comment il allait, ni s'il allait aller mieux un jour. Son public l'attendait depuis plus d'un an, ne sachant absolument pas ce qui lui était arrivé depuis la fin de sa tournée aux États-Unis. Face à sa disparition médiatique, Emilio et Blade ont eu une idée intéressante. Alimenter leurs réseaux sociaux pour entretenir le mystère et préparer le retour de Yung Lean. La hype était folle, mais Jonathan n'est pas revenu sous le nom de Yung Lean. Du moins, pas tout de suite. Il a troqué son nom de scène pour celui de Jonathan Lindauer 96, qui est littéralement son identité, pour se mettre à nu devant son public et repousser toute la négativité qui tirait de son alter ego. C'était une charge émotionnelle qu'il fallait à tout prix libérer, et c'est ce qu'il a essayé de faire à travers le projet Psychopath Ballads. Sticks and stones in my body. I close my eyes, I want to leave my body. I feel like I'm dying. Close my eyes and I'm flying. Take my blood, raise it high. See doves from the sky. Take my blood, raise it high. See doves from the sky. Il en avait fini de prouver dans le rap, maintenant il voulait juste continuer à créer sous n'importe quelle forme ou musicalité. Débarrassé de son statut d'icône déglinguée, il avait pas non plus besoin de se mettre à reconstruire tout un imaginaire fantasmé. Il avait plus que jamais besoin d'être honnête et vrai pour réaliser cette catharsis jusqu'au bout. Avec ce personnage encore plus vulnérable, torturé et sombre, il a pu sortir à chaud tout ce qu'il avait exprimé, comme un nouveau départ qui accepte le côté plus ordinaire de la vie et de sa personne. Dans cette même optique, et en s'associant à nouveau pleinement avec les Sad Boys, l'album Warlord a fini par sortir en février 2016, près de 2 ans après son dernier projet.
c'est une pièce extrêmement importante de sa discographie, présentant le discours poignant d'un mec qui ressort des bas-fonds de l'addiction et qui y creuse encore. Avant, il chantait et rappait d'une façon sarcastique. Maintenant, la vibe est beaucoup plus sombre, abrupte, et le cloud rap se transforme en un nuage noirci qui représente parfaitement la tempête dans laquelle se sont retrouvés les Sad Boys à Miami. Warlord, c'est aussi rempli de sonorités froides et industrielles, de synthés tranchants, de basses lourdes et surtout de paroles dures qui traduisent parfaitement l'état d'esprit de Lynn à l'époque, entre psychose récurrente et troubles bipolaires. Même si la plupart de ses textes sont toujours sans réel fond apparent, à quelques exceptions près, Young Lean ne plane plus sur la prod. Il la prend d'assaut et crie toute sa hargne, ce qui a surpris pas mal de monde et qui nous fait ressentir pleinement sa souffrance sans qu'il ait besoin de l'exprimer avec des mots précis. I don't have no feelings left, I don't wanna hurt her. I am surfing on the earth, I'm a surfer. Look into the sky and I see myself. I don't wanna fall down, I don't need your help. I just popped a pill, I can't control myself. I'm in the forest and my life is like a fairy tale. Diamonds in my veins, I'm sipping. Espéré par tout le monde, une nouvelle tournée internationale est annoncée. Les fans de Young Lean allaient enfin avoir une chance de voir leur idole performer après 2 ans sans nouvelles de lui. Et ça a relancé la carrière du rappeur. Il se rend donc en Russie, en Australie, retourne aux États-Unis et fait enfin un passage en Europe. Yonatan n'en revenait pas. Malgré sa longue absence, il a jamais autant rempli de salles, et ce, partout où il allait. Ça lui a vraiment permis de se remettre en selle, avec un rythme moins soutenu qu'il y a 2 ans. Dans cette lancée prolifique, il est appelé partout. Il devient mannequin, sort sa propre ligne de vêtements, multiplie les collaborations avec de grands noms de la musique qui voyaient en lui un visionnaire revenu des enfers. Et en vrai, c'est une image un peu unique qui fait vendre, on va pas se mentir. On peut le dire, il était back at it. I'm back at it, yeah I'm back at it. In the Range Rover, Chevron, she backpacking. With the crack addicts, yeah they back at it. In the club, jet ski, throw it back a bit. Ce morceau est tiré de Frost God, un EP beaucoup plus décomplexé qui laisse rayonner à nouveau toute l'arrogance du Young Lean originel. C'est trap, ça fait honneur au cloud rap et au style typique des Sad Boys, mais le projet est beaucoup moins extravagant et inventif que ses prédécesseurs. Tout est un peu décousu, j'ai du mal à y voir une vraie DA, et je pense que c'est juste quelques bons morceaux qui n'ont pas été retenus sur Warlord. Après, moi je l'aime bien cet EP. On y trouve quand même quelques fulgurances intéressantes comme NSC and Sailor Moon ou Crystal City avec ASAP Ferg. I love how she dancing, got me feeling for you. You say that you love me, I don't know if it's true. When I go to sleep, all I ever see is you. I can be your savior, everything that we've been through. La musique de Lynn semblait revenir peu à peu vers la lumière, il se plaisait à créer toutes sortes de choses, mais les maladies mentales de Yonatan n'ont malgré tout pas totalement disparu. Il passait du rire aux larmes en une fraction de seconde et faisait énormément de crises liées à son anxiété et sa dépression. C'en était trop pour lui, c'était invivable, alors il a lui-même décidé d'être interné dans un hôpital psychiatrique, malgré toute l'angoisse que ça lui inspirait. Pendant plus de 2 mois, il va tenter d'effacer les démons qui le hantaient depuis Miami, tout en suivant un traitement médical lourd et un sevrage radical. C'était évidemment compliqué, mais à force de travailler sur lui, il est devenu plus apaisé, plus compréhensif de sa situation et de ce qu'il ressentait. Il a pu profiter de ces longues semaines pour coucher sur papier tout ce qu'il avait sur le cœur, et il a vite compris que sa créativité et son inspiration folle ne venaient pas de la drogue. Au contraire, il s'est jamais senti aussi créatif que depuis qu'il était sobre, et surtout il faisait enfin face à la réalité qu'il rongeait depuis enfant, en affrontant ses peurs sans pouvoir se défiler. Une fois sorti, il profitait des choses simples de la vie avec son équipe, avec énormément de recul sur les événements de Miami et sur tout ce que ça implique. Ils ont pu en parler ensemble, partager leurs craintes et faire sortir des choses difficiles à exprimer. Cette introspection saine, elle va vite se ressentir dans la musique de Young Lean, puisqu'il passera des mois en studio pour en dégager un nouvel album. Un chef-d'œuvre qui va enfin le placer au rang de légende,
Stranger. I don't care about money, so yeah, I spend it quick. I'm a real life mannequin, get it, then I dip. In a Percocet river, I got heels like a fish. Look like they wanna kill me, but they can only wish. Strangers, c'est son album le plus mature et félicité par la critique. Si Warlord est un voyage en enfer, ce nouvel album représente le bout du tunnel et toute la positivité qu'il a pu tirer de ce cauchemar. S'il a pas tué ses démons comme on pouvait l'espérer, le rappeur nous montre qu'il a appris à vivre en harmonie avec eux. Et ce compromis qui fait office de pacte de non-agression entre lui et lui-même, c'est plutôt beau. Une renaissance en tant qu'homme mais surtout en tant qu'artiste qu'on va pouvoir observer tout au long de l'album. Sans autotune, Young Lean est plus vrai que jamais. Et il prouve aussi qu'il est bien meilleur quand il reste sur terre plutôt que lorsqu'il s'aventure dans les déboires de la drogue. La pureté de la voix et ses quelques refrains chantonnés, c'est une nouvelle facette de Young Lean qui va parfaitement se fondre dans les productions toujours aussi inspirées de Sherman, Good et White Armor. Stacks all on my floor. She don't want nothing but draw. Back in the whip and it's low. I get the cash and I go. Your love was all on my phone. Lame. Tout est beau dans cet album. C'est mélodieux, poétique, touchant, dans un minimalisme qui laisse l'auditeur face à tout ce qui compte réellement pour Lean, jouant intelligemment avec le vide et les espaces autour des mélodies. J'ai vraiment l'impression d'être dans un autre monde quand j'écoute cet album. Il nous laisse assez d'espace pour réfléchir avec lui, comme si on avait été dans la pièce quand les sons ont été enregistrés. Pour capter cette ambiance que je trouve exceptionnelle et qui mêle un tas de sentiments différents, je vous conseille de l'écouter de A à Z sans en perdre une miette. C'est un no-skip de toute façon. En faisant ça, vous finirez votre écoute sur Agony, qui est l'un de ses plus grands succès à ce jour, et à raison. Ce morceau est lunaire, à la fois irréel et frappant de réalité. Les paroles sont terriblement touchantes et glaçantes, belles et tristes, et quand tu sais ce qu'il a vécu, ça devient un vertige artistique sensationnel. Malgré tous les sujets lourds qu'il évoque, ce que j'aime avec ce son, c'est qu'il y a toujours un peu d'espoir qui vient nuancer la noirceur omniprésente chez Young Lean. Can't write a song, only do hooks. Watching horses in the fields. The dragon rests in agony. When I'm afraid I lose my mind. It's fun, it happens all the time. When I'm afraid I lose my mind. It's fine, it happens all the time. Isolation caved in. I adore you, the sound of your skin. C'est vraiment mon son préféré. C'est sa pièce maîtresse et elle a aucun défaut. Tout est justifié. De la loupe de piano désaccordée à la guitare légère qu'on entend au loin. Et ça va même jusqu'au chant d'enfant qui accompagne Young Lean à la fin du morceau. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il chante pour de vrai, presque a cappella. Et il chante bien en plus. C'est comme un dernier cri d'agonie avant de rendre l'âme, entre l'innocence du gamin et la sagesse de l'adulte meurtri qu'il est devenu. Et le fait qu'il soit plus franc qu'il ne l'ait jamais été auparavant, ça a touché énormément de personnes qui crachaient encore sur Young Lean. Et franchement, j'ai jamais vu autant de vestes se retourner d'un coup. Stranger nous laisse sur une note finale qui nous met en paix, comme si Jonathan avait lâché tout ce qu'il avait sur le cœur. On en est presque au point où il fait le travail pour nous, et on se sent véritablement léger à la fin de l'écoute. D'ailleurs, il le dit lui-même, faire de la musique pour faire ressentir aux gens ce qu'ils n'auraient jamais osé ressentir, c'est ça qui le rend profondément heureux. So many lies that I've found. Blood, heaven, I stick to the ground. So many times I realized what I seek for is right in front of my eyes. I'm alone in a hole in the ground. A theater of dogs is still around. My furniture's come alive. I'm dancing with a candlestick tonight. Flying kites driven outside my window, smiles with fright. Isolation caved in. I adore you, the sound of your skin. Isolation caved in. I adore
Stars, un de ses albums les plus récents sortis en 2020, reprend la note douce et apaisée qu'il nous avait laissée 3 ans plus tôt. Cependant, l'ambiance est beaucoup plus perçante, j'aurais même dit pénétrante, tant le traitement de la voix comble tout le vide qui était présent sur Stranger. Sa voix saturée rejoint les multiples basses qui rebondissent sur le projet, et on a l'impression qu'il a enfin quitté l'enveloppe charnelle qui le retenait, pour ne faire qu'un avec sa musique. Encore une fois, j'adore cet album. Ces lamentations ont enfin ce petit quelque chose de majestueux qui me manquait auparavant. Un parfait mélange entre la hargne de Warlord, la sagesse de Stranger et l'énergie fière dont Younglin a su faire preuve tout au long de sa carrière. Avec une qualité audio incomparable avec ses anciens travaux et des chants plus maîtrisés que jamais, l'album donne l'impression que son auteur a définitivement trouvé sa voie. Des titres courts et percutants, avec une production exceptionnelle portée par les génies novateurs qui l'accompagnent depuis le début. Mais attention, c'est des titres toujours aussi touchants. Voilà. La boucle est bouclée. I'm just a top boy, play around. Life is my playground, I stay around. Heart made of plastic, let it shine. Ghost boy life, think I'm about to lose my mind. All dogs in my yard and my friends are gone. Bulldog selling what you want, tell me what you want. Just smile cause I have to. Just smile cause you want. Believe cause you want to. But I don't breathe cause you have to. I don't care at all. Because I'm a dog. Just a dog boy, dream boy, ghost boy. Chase what I want, boy. Death I can smell. Life is a playground. Play with my grandson. Take me anyone. Let it shine. Malgré tout, on peut pas s'empêcher de voir Younglin arriver aux limites de son art. Un summum plus qu'une limite d'ailleurs, puisqu'il dégage une certaine liberté dont peu d'artistes savent faire preuve. Il était en avance sur son temps, sa musique est toujours aussi belle 10 ans après, mais s'il a été un pont indispensable pour tous les autres visionnaires après lui, force est de constater que beaucoup ont réussi à le dépasser. Mais c'est pas grave, c'est difficile de rebondir après le chef-d'œuvre qu'est Stranger, et on ne peut que le remercier d'avoir été là, d'avoir apporté un tas de choses magiques dans une époque qui s'enfermait dans des carcans sans grandes ambitions. Cet album, ainsi que le projet Stardust qui est bien plus expérimental, lui permettent de continuer à assurer des dizaines de concerts à travers le monde, auprès d'un public toujours aussi dévoué et reconnaissant de l'œuvre merveilleuse qu'il leur a laissée. Il continue également de s'amuser avec d'autres styles sous son alias Jonathan Lindauer 96, avec des vibes rock et folk très décalés, comme une capsule temporelle perdue dans les années 80 et 90 qu'il apprécie tant. On l'a même entendu chantonner, comme un juste retour des choses, sur le dernier album très atypique de Travis Scott, Utopia, démontrant qu'il est encore loin d'être hors compétition et que ses pairs reconnaissent en lui tout l'héritage qu'il leur a confié. Success comes so easy for you. They're waiting behind the car. Riding parasail, rolling through the grass, shaded under the trees, looking through a glass, watching by the bushes, waiting on. Une fois qu'on a retracé tout ça, au-delà de ce qu'a inventé Younglin évidemment, faut avouer que l'intérêt de sa carrière c'est surtout son évolution au regard de tout ce qu'il a traversé. Il a vécu des épreuves et des expériences qui l'ont rendu vite très mature et qui a fait de lui une vieille âme dans un corps jeune, avec une intelligence rare pour un gars de son âge. Aujourd'hui il a 27 ans, il a vécu 3 vies en une, et voir un artiste qui nous ressemble grandir, réussir, se perdre, s'effondrer au plus bas de la psyché humaine et s'en relever, c'est un témoignage bien plus édifiant que n'importe quelle autre pièce culturelle. Et ça fait du bien de voir un happy end de temps en temps. Tout ce que je vous raconte depuis le début de cette vidéo, je peux pas le faire avec toute l'émotion que transmet Younglin à travers les dizaines de morceaux qu'il nous a laissés. C'est pas très grave, comme d'hab ça me frustre de pas vous faire écouter tous les morceaux qui m'ont touché ou qui méritent d'être analysés, mais ça vous laisse une bonne marge de manœuvre pour découvrir sa discographie et comprendre l'essence de sa rédemption au fil des années. Tell you how it goes back. I want to show you that. Wish I just could go back. When we were sleeping grass, wish you never met me. I can't sleep at night. Remember you that summer, I thought it would never end. You were never end.
maintenant, pourquoi les gens se sont tous mis d'accord pour dire que c'est ce mec qui a influencé l'industrie et toute une génération de rappeurs? On l'a vu, musicalement il était en avance sur son temps, mais c'était pas le seul, ni vraiment le premier. Pourtant, l'œuvre de Young Lean hante encore l'industrie à l'heure actuelle, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, je pense que c'est dû au fait que c'était plus facile de s'identifier à un Suédois un peu banal, triste et en colère, évoquant des sujets auxquels ses auditeurs pouvaient facilement se référer. Il a également pu se servir de l'explosion d'internet pour mettre en avant une musique difficile d'accès, ainsi qu'une posture de sad rappeur vulnérable qui n'existait pas encore sur la scène hip-hop. C'est vrai, est-ce que des Lil Uzi Vert, des Carti ou même des Travis Scott auraient eu le même impact sans Young Lean? Est-ce qu'ils auraient même osé faire la même musique? Après, attention, il le dit lui-même, il estime pas avoir changé seul la direction qu'a pris le rap moderne. Il préfère attribuer ça à des légendes comme Lil B ou même Chief Keef, qui l'ont grandement inspiré. Modestie ou réalité, c'est à vous d'en juger. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que la musique n'aurait jamais été la même sans Young Lean. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi pour un tas de raisons, les faits sont là. On vit dans un monde où on veut t'empêcher de créer. Le moindre espoir est balayé par la dureté du monde, et par ceux qui veulent enfermer les gens dans une léthargie générale. Jonathan, lui, a décidé qu'il en serait autrement. Il représente l'un des plus beaux espoirs pour notre génération. Un gars sorti de nulle part qui a pu inventer et créer des choses sublimes à partir de sentiments noirs et d'interrogations perpétuelles. Il est également la plus belle allégorie de l'apaisement. Il personnifie pas le bonheur, mais au moins la paix. Et ça, c'est un message magnifique, toujours plein d'espoir. Et je risque de me répéter, mais le dénominateur commun dans tout ça, encore une fois, c'est la musique. Take a pill and go to sleep. I'm chasing witches in the street. I don't know what type of mosh pit that is. Can't ride a song, only do hooks. Watching horses in the fields. The dragon rests in agony. When I'm afraid I lose my mind. It's fine, it happens all the time. When I'm afraid I lose my mind. It's fine, it happens all the